Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, c'est le Texama Show 124 si je ne m'abuse. Et pas mal de news cette semaine-ci, on a Stadia qui est sorti. Bon, c'est pas forcément une bonne chose pour la plupart des gens. Vous avez Intel qui a on a enfin les reviews sur les prochains processeurs haut de gamme de chez Intel. On a aussi des news niveau carte graphique avec la GTX 1650 Super et aussi la RX 5500 version OEM. Donc c'est pas une version qu'on peut techniquement acheter. Donc pas mal de trucs au niveau PC, au niveau hardware. Donc ça va être bien. Je vais pouvoir enfin refaire un guide d'achat de carte graphique. Ça fait longtemps que je dois l'update, mais j'attendais que les dernières cartes graphiques qui devaient sortir cette année-ci sortent. Il y en a techniquement qui doivent encore sortir, mais je sais pas quand elles sortent. Donc je vais juste faire mon guide et puis je dirai aux gens, hey, attention que peut-être il y en a d'autres qui sortiront. Comme d'habitude, tape des matières dans la description. Vous pouvez sauter vers le sujet qui vous intéresse. Comme ça, ben, vous pouvez éviter les sujets qui ne vous intéressent pas. Premier sujet, c'est un petit peu par rapport à la chaîne, quelques news. Déjà que le nouveau studio est pratiquement terminé, donc c'est peut-être éventuellement le dernier Texama Show que vous allez voir ici. Donc fini les boîtes en arrière-plan qui traînent, vous aurez un mur vide, en attendant que je décore le mur et tout ça. Mais ouais, ça devrait améliorer. Aussi, juste de me rendre compte que j'avais pas mis le micro assez près. Ça devrait être bon niveau son, mais il devait être un petit peu plus lointain. Aussi, vous aurez de l'écho dans cette nouvelle pièce. Donc attendez-vous à de l'écho pendant quelques semaines, le temps que je patch les endroits qui créent de l'écho et que je rajoute plus de trucs dans la pièce pour juste absorber l'écho. Donc ouais, ne soyez pas étonnés. Aussi un autre truc, vous avez dû le voir, j'ai sorti une vidéo sponsorisée sur WebTech. C'est une vidéo qui a demandé pas mal de temps. Je tiens à préciser que ce segment que je fais là n'est pas sponsorisé, c'est juste que j'en parle. C'est une vidéo que j'ai réalisée avec Bill Silverline, vous devez connaître. Donc c'est un petit peu pour moi aussi une manière de m'entraîner à ce genre de vidéo, parce que c'est le genre de vidéo que je ne suis pas du tout habitué. Je suis très habitué à faire des vidéos comme ça, genre je parle devant mon PC, je fais des trucs. Mais aller sur du terrain, aller à un endroit en particulier, visiter un endroit, c'est le genre de vidéo que je ne maîtrise pas. Et le mieux pour les maîtriser, c'est d'en faire le plus possible. Et du coup, là, on a eu la chance d'en faire une pour WebTech. Je vous invite à la regarder. Après, tenez compte que c'est une vidéo sponsorisée. J'ai vu aussi d'ailleurs quelques personnes qui avaient des retours par rapport à ce genre d'école. Je tiens à préciser que WebTech n'est pas une école comme... Il y a des écoles que personnellement je n'aime vraiment pas, c'est les écoles qui sont en mode oui, on est Silicon Valley, tout est libre et tout ça. En fait, c'est une école où on vous laisse faire les choses. C'est basiquement ça. C'est pas une vraie école, vous voyez. Il n'y a pas des professeurs à proprement parler, vous êtes juste libre. Là, c'est quand même une école avec des cours et tout ça. D'ailleurs, ils ont plusieurs écoles un petit peu dans différents sujets, dont des écoles qui existent depuis pas mal d'années, donc ils ont quand même pas mal d'expérience pour ceux qui se demandent un petit peu. Ça fait partie du groupe Nexus, vous pouvez regarder un petit peu ce qu'ils font. Ils ont aussi 3 écoles en France, donc je tiens à le préciser, ce n'est pas des amateurs, clairement. Après, oui, évidemment, je veux dire, le truc c'est que chacun est différent. Il y a des techniques d'apprentissage qui iront mieux avec certaines personnes et d'autres qui iront moins bien avec d'autres personnes. Donc c'est clairement une technique plus, on va dire, plus orientée professionnalisée directement, mais toujours avec des cours, on va dire, académiques. Mais certaines personnes préféreront justement juste des cours académiques et puis peut-être un stage en fin ou des trucs dans le genre. Donc chacun a un petit peu sa vision là-dessus. Mais tenez compte qu'évidemment, c'est une école sérieuse, et je tiens à le préciser, et que ça ne fait pas mal de juste regarder sérieusement ce qu'ils proposent. Et si vous n'êtes pas intéressé, ben juste dire ok, je suis pas intéressé. Et pour les autres, ben c'est plutôt intéressant, même si vous avez déjà fait vos cours, enfin vous avez déjà eu votre diplôme et tout ça, que vous êtes en mode je suis pas là, je suis pas intéressé par ça. C'est quand même intéressant de voir un petit peu justement une école qui essaye de faire les choses différemment, tout en ayant quand même une partie ancrée sur des bases solides, c'est-à-dire des cours académiques et des choses qui ont été prouvées qui marchaient bien. Donc voilà, je tenais juste à faire une petite précision là-dessus. Et du coup, je vous propose de commencer avec le Texama Show. Première news, Google Stadia est enfin sorti. Et comment dire, il est plutôt bof. Il est même sacrément bof. Et j'ai justement, il y a une boîte là. La boîte là, c'est la boîte Founders Google Stadia avec le contrôleur sombre, hein, pas celui qui est blanc. Et pour information, ils en ont envoyé à pas mal de youtubeurs. C'est pas un truc sponsorisé, je tiens à le préciser. Il y a beaucoup de youtubeurs qui l'ont juste eu parce qu'ils voulaient juste faire en sorte que les youtubeurs puissent tester, ce qui est logique pour voir, pour qu'ils puissent se faire leur propre avis. Après, il y a eu quand même des contenus sponsorisés. Je pense à Austin Evans qui en a fait un. Et ouais, le truc c'est que
C'est peut-être pas le meilleur truc pour faire un contenu sponsorisé parce qu'il y a pas mal de problèmes, on peut le dire. Déjà, premier problème, c'est si vous l'avez commandé. Donc actuellement, il y aura deux formules, hein. Il y aura une formule payante de Google Stadia qui a 13 euros, je crois, quelque chose comme ça, par mois. Et ça vous permet de streamer jusqu'en 4K. Vous avez aussi un jeu et certains jeux gratuits et des réductions pour d'autres jeux sur la plateforme. Et puis vous aurez celle qui sortira l'année prochaine de formule, l'option gratuite. Et l'option gratuite vous permettra de streamer jusqu'en 1080p. Et là, c'est gratuit, mais vous devez acheter vos jeux quand même. Donc, c'est clairement quelque chose d'assez intéressant, mais le truc le plus intéressant des deux n'est toujours pas disponible, c'est-à-dire le streaming en 1080p. Et le gros problème, évidemment, c'est qu'il faut acheter vos jeux. Un autre problème qu'il y a eu, du coup, avec ceux qui ont pris la Founder Edition. La Founder Edition, c'est un pack qui coûte 129 euros. Vous avez un Chromecast Ultra et la manette. C'est ce que j'ai justement eu. Le Chromecast Ultra, c'est plutôt sympathique. La manette est... C'est un peu un mélange entre une manette de PS4 et une manette de Xbox, comme vous pouvez voir. Elle ressemble à une manette de Xbox, mais les joysticks sont mis comme une manette de PlayStation 4, basiquement. Elle est pas mauvaise, mais c'est juste qu'elle coûte genre 60 euros et ça vaut juste pas la peine pour 60 euros. Donc, ouais, limite, ça vaut plus la peine de prendre genre le Chromecast Ultra tout seul et puis juste de prendre une manette ou autre chose. Un autre problème, c'est qu'il y avait un code, normalement, avec cette Founder Edition, ou cette, oui, je sais plus comment ça s'appelle, première édition, voilà. Vous aviez un code qui vous permet d'accéder à Stadia. Et ce code n'a pas été envoyé à tout le monde. Donc il y a des gens qui ont reçu leur colis avec la manette et tout ça, mais qui n'avaient pas le code. Donc oui, le code n'était pas dans la boîte. Donc premier problème. Deuxième problème, c'est le fait qu'il faut absolument, obligatoirement, un téléphone pour setup Stadia. Et ça, c'est juste genre... What? Ok, je suppose, mais pourquoi? Pourquoi Google? Donc ça, c'est un autre problème que les gens ont eu. Et le dernier problème, c'est le fait que il y a pas grand-chose dessus, en fait. Je vais faire une vidéo dessus pour vous montrer vraiment à quoi ça ressemble et tout ça, mais basiquement, il y a pas beaucoup de jeux. Je sais pas s'ils ont mis la liste ici, mais c'est genre, il y a une maximum 30 jeux. Et c'est gentil de dire maximum 30 jeux. Il y a presque rien. Et pour ceux qui sont genre qui ont l'abonnement pro, c'est-à-dire à peu près tout le monde, celui qui est à 12 euros, vous avez deux jeux gratuits actuellement, c'est Destiny 2 qui donnent la plupart du temps parce qu'ils ont des problèmes, et aussi genre un jeu de combat, genre combat un peu à la Tekken ou autre chose. Il me semble que c'était Samurai quelque chose. Et du coup, bah, c'est plutôt léger, on peut le dire. J'ai pu tester un petit peu jusqu'à maintenant, et honnêtement, la latence, ça va. Franchement, ça va, la latence. C'est, je pense même, dans les services de streaming, ce qui se fait de mieux au niveau latence. Le problème, c'est la qualité, en fait. Le truc, c'est que c'est pas... Même l'option 4K... Enfin, le problème, déjà, c'est que tous les jeux ne sont pas obligés d'être tournés en 4K. Si le développeur est en mode... Non, il tourne en 1080p, on l'upscale en 4K. Vous n'avez pas le choix, vous, en tant que consommateur. Donc ça, c'est déjà un problème. Et puis, moi, la qualité, j'étais en mode... Ouais, c'est... Ouais, enfin, c'est... Ça va, mais un jeu qui tournerait en 1440p nativement serait plus net, pour information. C'est pour dire. Donc, ouais, je suis pas impressionné par ça particulièrement. Et aussi, le problème apparemment qu'il y a, c'est que certains jeux qui sont plutôt lourds, comme ils ont du mal à tourner, vous avez plus de délai qui se rajoute sur justement le stream, et là, ça devient genre bof. La manette aussi, il y avait le truc comme quoi on peut la brancher au Wi-Fi directement. C'est toujours pas disponible techniquement, ça. Il me semble que ce sera disponible après. Et du coup, le truc, c'est que l'utiliser la manette sur le Chromecast Ultra a plus de délai que sur un PC, ou juste vous branchez la manette directement dans le PC. Donc, ouais, là, encore une fois, c'est en mode, ouais, votre argument de vente de connecter la manette, bon, ben, c'est pas trop ça. Donc, ouais, Google Stadia est plutôt, mais je ferai une vidéo pour pouvoir avoir plus de détails si vous êtes intéressé. Et on verra bien ce que ça donnera. Mais une chose est sûre, je peux vous le dire que personnellement, je ne renouvellerai pas. Oui, d'ailleurs, même si beaucoup de youtubeurs l'ont eu gratuit, ils doivent mettre leur carte de crédit pour l'utiliser. Donc il faut pas que quelqu'un peut me rappeler d'ici 3 mois d'annuler, non, d'ici 2 mois et demi d'annuler l'abonnement Stadia. Ce serait génial, merci, parce que il me semble que je peux pas l'annuler tout de suite. À mon avis, sur certains, ils vont dire ouais, il faut l'annuler 30 jours avant la fin, et je vais oublier. Et je vais me retrouver facturer un service que genre j'en ai rien à faire, basiquement. Après, s'il devient bon et tout ça, génial. Mais bon, comme j'ai dit, moi, les problèmes que j'ai, c'est manque de jeux, le fait que les jeux que vous achetez sont seulement disponibles sur Stadia,
Et vous verrez une autre news après. Ça veut dire que si Google ferme Stadia, vous n'avez plus vos jeux. Au revoir. Et puis le dernier truc, c'est que on n'a pas encore l'option 1080p qui est censée être gratuite, qui pourrait être sympathique. Donc voilà. Autre très grosse news de la semaine par Stadia, c'est l'annoncement du Cybertruck de Tesla. C'est une news certainement qui... Bah, vous avez dû le voir partout. Basiquement, il y a énormément de mimes, de blagues et tout ça. Le design est très genre, c'est soit les gens l'adorent, soit les gens le détestent. Je suis plus dans la catégorie genre, je le trouve trop... Genre, j'aime bien l'idée, mais je pense que l'exécution aurait pu être mieux. Genre, il a juste trop une forme bizarre. Il aurait pu avoir une forme un peu plus mieux, en fait. Quoi qu'il arrive, le pari est réussi pour Tesla parce que, genre, basiquement, ils ont certainement le meilleur programme de pub ils n'ont rien payé. Ils ont juste fait une petite présentation et maintenant, ils ont de la pub partout sur Internet. Vous ne pouvez pas aller sur Internet et ne pas voir ce véhicule. Donc, basiquement, ils ont réussi leur pari, en fait. Et le truc, c'est que même si 50%, il n'y a que 50% des gens qui l'aiment, ça suffit à avoir beaucoup de clients, en fait. Donc, ouais. Voilà le Tesla Cybertruck. C'est un pick-up. Il faut savoir qu'aux États-Unis, ils aiment bien dire truck pour pick-up, basiquement, ou pour les gros 4x4 en gros. Donc, c'est très populaire aux États-Unis. Pour vous dire, les voitures les plus vendues aux États-Unis, depuis je ne sais combien d'années, c'est toujours des pick-up. Et c'est toujours les mêmes pick-up. Donc, vous avez le Ford F1 et aussi le Toyota Tokamak, il me semble, quelque chose comme ça. Non, Tokamak, ça ressemble à autre chose. Quoi qu'il arrive, pick-up. Beaucoup de pick-up aux États-Unis. Donc, un pick-up Tesla, évidemment, était très attendu. Et le truc, c'est que je comprends un peu leur logique. Leur logique, c'était tous les pick-up se ressemblent et faire un autre pick-up, parce qu'ils auraient pu faire un pick-up moderne Tesla avec le même design que leur voiture Tesla habituelle, ça aurait été un magnifique pick-up. Mais les gens qui ont déjà des pick-up sont en mode ouais, j'ai mon Ford F1, j'adore ça, j'en rachète un tous les 6 ans, j'en rachète un tous les 10 ans, je ne change pas de marque parce que je suis à fond là-dedans. Du coup, quitte à essayer d'attirer les gens vers leur pick-up, ben, ils se sont dit faisons quelque chose d'unique. Donc, le premier truc unique, c'est le design, évidemment, qui est spécial. Voilà, encore une fois. Hein. Personnellement, le truc qui me dérange le plus avec le design, c'est les roues, où c'est très, genre, voilà. Ce qui me dérange aussi, c'est peut-être la forme comme ça. Enfin, ce qui me dérange, c'est l'arrière en particulier, où, voilà, vous allez le voir ici. Non, c'est pas ça. C'était plus haut, justement. Voilà, non, il y a les images qui défilent, c'est pour ça. C'est, voilà, c'est ça que je voulais voir. C'est ça. Comme vous pouvez voir, pour ceux qui ont déjà eu des pick-up, le truc, c'est que là, vous avez, pourrais-tu éviter de défiler l'image, vous avez ça, cette partie-là. Non, je peux pas ouvrir l'image en plus grand, c'est dommage. Vous avez cette partie-là, cette partie triangulaire qui ne sert pas à grand-chose pour ce qui est à l'intérieur du pick-up, et qui vous empêcherait de mettre, par exemple, un truc qui serait plus large que on va dire la surface plate du pick-up à l'arrière. Et ça peut arriver justement d'avoir besoin de cette place sur les côtés. Du coup, ça, c'était le truc où j'étais en mode, faudra voir avec justement beaucoup de gens qui utilisent des pick-up si ça les dérange pas d'avoir ça sur le côté. Peut-être que oui, ça améliore l'aérodynamique. Je ne sais pas. Bien que, ça a l'air aérodynamique, mais ça n'a pas l'air aérodynamique à la fois. C'est vraiment bizarre. L'avant très penché comme ça doit être aérodynamique, très clairement. Par contre, je suis pas sûr qu'avoir un triangle qui va dans l'autre sens de l'autre côté aide. Après, je veux dire, ils ont déjà designé pas mal de voitures, donc je suppose qu'ils savent ce qu'ils font, mais bon, ça me paraît contre-productif, on va dire. Autre point assez important qu'ils ont voulu changer, c'est que, oui, vous avez une couverture, enfin, vous avez un truc qui se referme par-dessus, c'est automatisé d'ailleurs, donc ça se referme tout seul, puis ça se rouvre tout seul, ce qui est plutôt classe. Il y aura même une option apparemment panneau solaire, mais ce sera pas hyper performant, on va dire. Les panneaux solaires sur les voitures, ça vaut vraiment pas la peine pour ceux qui n'ont jamais vu. Et du coup, l'un des autres trucs uniques, c'est que, en plus du design, la coque, on va dire, même le pick-up, en fait, d'habitude, la plupart des voitures, ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont une armature, et puis après, vous avez des panneaux par-dessus pour faire joli. Là, le truc, c'est que tous les panneaux que vous voyez, c'est l'armature,
et c'est le pick-up, quoi. Donc, ça veut dire que il est. Et en plus, c'est en acier inoxydable. C'est le même acier qu'apparemment ils vont utiliser sur le Starship de SpaceX. Et aussi, d'ailleurs, même le BFR en entier. Et ça veut dire que le pick-up est plus résistant comme ça. Il n'y a pas de. Ben, ok, oui. Il y a pas besoin de se préoccuper d'un dégât cosmétique, vous voyez, parce que c'est le métal directement, là. Il y a juste, voilà, il y a même pas de couche de peinture, c'est bêtement directement le métal, et voilà, résistant à mort. Toutefois, il y a une crainte qu'il y avait justement, c'est que vu que c'est du métal sacrément résistant, ils l'ont montré sur scène en tapant dessus, le truc c'est que si vous écrasez un piéton, chose malencontreusement qui pourra arriver, les voitures modernes sont designées pour avoir en fait que l'extérieur de la voiture en fait s'écrase en partie pour amortir le choc, et ça permet en partie d'amortir le choc pour vous quand vous êtes dans la voiture, mais aussi pour si vous prenez un piéton, ça va amortir une partie du choc pour le piéton et en partie, en tout cas, lui sauver une partie de sa vie. Donc ouais, avec un truc pareil, je peux vous dire que si vous faites écraser par ça, vous êtes basiquement mort à mon avis. Surtout qu'il est extrêmement lourd évidemment, vu la batterie qu'il y a dedans et tout ça. Il est beaucoup plus grand qu'il n'y paraît d'ailleurs. Ça c'est un truc que les gens ont du mal à se rendre compte de sa taille, c'est qu'il est vraiment énorme. Pour info, l'arrière là, qu'on a vu, c'était ici, mais l'arrière là, ou la surface plate du pick-up, fait 2 mètres, il me semble. Donc moi, je pourrais être couché dedans, c'est pour dire. Donc, et la plupart des gens pourraient être couchés dedans sans problème et ne toucheraient pas en haut ni en bas. Donc ouais, c'est un assez gros pick-up. On le voit avec le quad qui est par-dessus ici, c'est un gros pick-up. Euh, Quoi d'autre qui est assez unique? À part le design, encore une fois. Vous avez 6 sièges. Il y a un siège au milieu qui est plutôt unique, ça. Je sais pas si. Ah, à chaque fois, il y a des images qui défilent. J'aimerais. Voilà. Vous avez voilà, le siège au milieu ici. Soit vous le laissez, c'est un siège, ou soit vous refermez. Ça fait, vous pouvez mettre votre verre ou votre café Starbucks, je suppose. Puis voilà. Il y a des prises à l'arrière, ça c'est aussi c'est très unique. Et comme c'est une voiture électrique, il y a du 110 volts et du 220 volts disponibles. Donc ça c'est genre génial, c'est-à-dire que vous pourriez brancher littéralement des outils et les utiliser comme si vous aviez un générateur ou autre chose. Et ça peut être très pratique pour des gens qui ont un pick-up déjà. Donc ça je vois clairement une utilisation pour certaines personnes. Et puis il y a d'autres trucs, basiquement. Je veux dire, ça c'est les plus gros trucs, on va dire. Aussi, il a annoncé avec une autonomie de, je crois, oui, oui, non, il me semble que c'était bien, oui, 800 km. Il a une sacrée autonomie. Non, 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 je me trompe. 500 km, 500 km. Ça dépend les modèles, évidemment. Et puis aussi, un truc très important, c'est le prix qui devrait être raisonnable. Genre, le modèle de base sera à 40 000 euros. Enfin, certainement plus que 40. À mon avis, ce sera plus 45 000 euros en Europe. Mais c'est raisonnable, même pour un pick-up avec ce genre de spec, genre un pick-up normal diesel essence, aurait le même genre de prix pour le même genre de spec, c'est pour dire. Et c'est dû en grande partie justement à cette construction que, comme vous pouvez voir, il n'y a que des angles. Il n'y a aucune courbe là-dedans, si vous regardez. Tout est un angle, quelque part. Le verre, toujours droit. D'ailleurs, le verre est apparemment très résistant, même si lors de la présentation, ils ont balancé une boule dessus et qui s'est fissuré. Donc, voilà. Après, le verre, c'est du verre, hein, ça finit toujours par se casser. Mais dans tous les cas, oui, rien n'est courbé là-dedans, tout est droit. Donc là, c'est sûr, ils vont économiser beaucoup d'argent. Parce que du verre courbé, ça demande de l'argent à faire. Des panneaux courbés, ça demande de l'argent à faire. Aussi, apparemment, Tesla avait toujours des problèmes de peinture. Donc, ma foi, maintenant, ils n'auront plus de problème de peinture parce qu'il n'y a pas de peinture. Il y aura une version matte black, toutefois. Donc, ça sera noir, mat. Et ça doit être plutôt classe aussi. Apparemment, je pense même que ce sera la version la plus classe, peut-être. Parce qu'il fera peut-être plus homogène. Mais bon, dans tous les cas, la moitié des gens le détestent, la moitié des gens l'adorent. C'est très partagé. Et ils ont de toute façon réussi leur mission, comme j'ai dit. J'en parle, beaucoup de gens en parlent. Et c'était, à mon avis, c'était basiquement ce qu'ils voulaient faire. Ils étaient en mode, on pourrait juste lancer un pick-up normal. Les gens en parleront, évidemment. Mais sinon, on lance un pick-up qui a un design très unique. Et là, les gens vont vraiment en parler.
Je pense peut-être que mon problème, c'est qu'ils auraient dû mettre cette barre-là droite, vous voyez là? Et là, peut-être redescendre comme un pick-up normal. Attends, je vais essayer de faire un Photoshop. Voici mon magnifique Photoshop, fait totalement à l'arrache. Et ouais, je pense que j'aurais préféré comme ça. J'ai à peine changé quelque chose, donc j'ai juste mis le toit plus droit. Là, j'ai fait que ça descend tout droit, et là que c'est à peu près tout droit au-dessus de là où il y a la zone plate pour charger des trucs. Ça lui donne un air plus traditionnel de pick-up, évidemment, mais il a toujours ce côté très unique, vous voyez. Je pense que j'aurais préféré comme ça. Après, évidemment, je veux dire, je suis pas designer chez Tesla, et peut-être que l'arrière coupé comme ça fait plus de perturbations au niveau de l'air, j'en sais rien. Donc, ouais. Ok, passons à des news plus intéressantes. On a Intel qui a on a enfin les reviews des nouveaux processeurs Cascade Lake X de Intel. Je vous rappelle, c'est le refresh du refresh. Alors, basiquement, il y a quelques années, Intel a sorti le i9, il me semble que c'était déjà le i9, 7980XE, il me semble que c'était ça, qui est devenu le i9 9980XE, si je me souviens bien, et maintenant c'est devenu le i9 10980XE. C'est pratiquement le même processeur d'ailleurs par rapport au 9900XE. Vous allez le voir qu'il est genre même cœur, même thread, même fréquence de base. Petit léger boost en plus, mais le boost sur tous les cœurs est le même, pour information, et même TDP. La seule différence, c'est que le prix a diminué de 50%, ce qui est une bonne chose, on va être honnête. Mais ça reste basiquement le même processeur. Ça veut dire que tous les tests préliminaires qu'on a pu voir, déjà, il y a des reviews qui sont sortis, je vous invite à les regarder. Vous avez même Cocottland qui a quelques reviews des plus petits modèles, ce qui peut être assez intéressant parce que vous allez voir que globalement, le truc qui ressort, et c'est ça que j'avais fait la vidéo de la semaine dernière où j'avais mis un petit peu Rip Intel. C'est un peu clickbait, mais c'est en partie vrai. Enfin, ils vont pas mourir, hein, mais c'est en partie vrai sur leur offre actuelle, en fait. Parce que le 3950X de AMD, qui n'est même pas techniquement un processeur haut de gamme, selon la logique d'AMD, arrive à la cheville du 10980XE, en fait. Et le 10980XE est censé être le meilleur. Donc, c'est un petit peu embêtant pour Intel, on peut le dire clairement. Et le truc, c'est que apparemment, ils ont aussi fait exprès de sortir. Donc, au moment où vous regardez cette vidéo, au moment même à peu près où cette vidéo va sortir, peut-être une heure après, il va avoir les reviews des nouveaux Threadripper. Intel a fait exprès de sortir l'embargo de review de leur processeur 6 heures avant. Même pas un jour avant ou un jour avant, 2 jours avant ou autre chose. Non, ils ont fait exprès 6 heures juste avant. Et c'est un petit peu genre salaud, on va dire, parce que ça fait genre, ah, ok, tous les tests, parce que c'est vraiment le cas, tous les tests en ligne de ces nouveaux processeurs n'incluront pas les deux nouveaux processeurs d'AMD parce qu'ils sont techniquement pas encore sortis, et du coup, ils seront pas sur les graphiques et ils ne montrera pas. En gros, ça ne mettra pas trop la misère à ce processeur-là parce que genre ces deux-là ne seront pas présents. Après, le truc, c'est que techniquement, ils sont pas vraiment sur la même gamme de prix, quoi qu'il arrive. Et ce processeur-là est déjà un petit peu mis à mal par le 3950X, comme j'ai dit, donc voilà. Du coup, ouais, il n'y a pas vraiment plus à dire. Je vous invite à regarder les tests en détail. Il y a toujours un cas d'utilisation pour ce genre de processeur. Pour moi, selon moi, le plus intéressant reste le 14 cœurs, en partie, pas toujours. Le 14 cœurs, pourquoi? Parce qu'il a quand même plus de cœurs qu'un i9 9900K. Il a une bonne fréquence de basse, un bon turbo boost, ce qui vous permet d'avoir des bonnes performances en jeu, tout en ayant des bonnes performances multicœurs. Donc c'est un cas très particulier où vous êtes genre, ok, oui, j'ai besoin d'un processeur avec beaucoup de cœur, mais j'aime bien jouer avec mon PC. Mais le truc, c'est que le processeur d'AMD aussi est genre pas trop loin niveau performance, donc c'est vraiment un cas particulier. C'est ça que je dis, c'est que au final, maintenant, quand je regarde la gamme Intel, les processeurs qui ont le plus de sens, c'est par exemple le i9 9900K, qui reste juste le meilleur niveau gaming. Vous avez éventuellement le 9700K. Moi, j'aime bien le 9700K parce que genre, il est beaucoup moins cher que le 9900K et il est pratiquement au même niveau au niveau gaming. Vous pouvez le overclocker. Puis vous avez éventuellement le 9600K. Quand il est overclocké, ça va. Il a des très bonnes performances. Mais vous avez le Ryzen 3600 qui est vraiment pas loin. Du coup, ça lui fait de la pression. Et puis après, franchement,
peut-être un des Core i3 quand ils sont vraiment pas chers et encore, des fois ils se font un peu malmenés. Donc ouais, autant le dire tout de suite, il y a une sacrée concurrence en ce moment. Maintenant, si on pouvait avoir la même concurrence sur ordinateur portable, ce serait génial. Du coup aussi, on a eu les GTX 1650 Super qui sont sortis officiellement. Donc c'est une remplaçante, enfin c'est pas vraiment une remplaçante. La 1650 existera toujours, donc la 1650 Super est juste beaucoup plus super, on peut le dire, parce qu'elle est basiquement beaucoup plus puissante. Vous avez beaucoup plus de codes d'accord, meilleure fréquence, meilleure RAM, c'est de la GDDR6. Vous avez toujours 4 Go, mais c'est largement suffisant selon moi pour des Full HD. Et juste bien meilleur en fait. Et si on regarde les tests, alors il n'y a que des modèles custom évidemment, parce que les plus petites cartes n'ont jamais des modèles Thunder Edition ou autre chose. Donc tenez compte qu'il y a énormément de modèles custom. En voilà une présélection, comme vous pouvez voir. Et du coup, c'est pas forcément représentatif. Genre, ça va varier énormément d'un modèle custom à l'autre. Il y en a d'autres, il y en a certains qui seront plus overclockés ou autre chose. Ce que j'ai vu globalement, c'était le modèle, encore une fois, le moins cher. C'était le modèle justement de Zotac, le Twin Fan, qui a un boost plutôt pas mal. Mais il y a, comme vous pouvez voir, par exemple, chez Asus, ils ont des beaucoup plus gros boosts. Vous avez quand même une bonne fréquence et c'est le moins cher. C'est vraiment le moins cher. Il me semble que je l'ai vu. On va les vérifier maintenant tout de suite en fait. Donc 1650 Super, oui. Vous l'avez à 174 euros. La Zotac, ce qui est excellent franchement, on peut le dire. On va même trier du coup par chipset pour que vous puissiez un petit peu voir. Du coup, je le dis clairement, la 1650, c'est plus... Ne l'achetez pas. C'est basiquement ça. Ne l'achetez pas, elle ne vaut pas la peine. À part si elle tombe en promotion à 120 euros à la limite, mais elle vaut juste pas la peine. Aussi d'ailleurs, cette 1650 Super, pour information, a le nouveau encodeur Nvidia, celui qui a dans toutes les plus grosses cartes graphiques RTX et tout ça, celui qui a des bien meilleures performances en encodage justement. Donc c'est une carte graphique parfaite pour justement peut-être transformer un vieux PC en un PC de stream en utilisant ça justement, ou juste si vous voulez streamer autre chose, ça peut être vraiment bon en fait. Ça utilise très peu de processeurs. Moi, la plupart de tous mes streams, je les fais avec l'encodeur Nvidia parce que je suis en mode. Le CPU donne une meilleure qualité, mais vous devez faire tourner votre CPU à fond. J'ai un PC de stream, donc je pourrais le faire tourner à fond. Je m'en fiche pour le stream, ça tournera bien. Mais le truc, c'est que ça fait de la chaleur en fait. Ça fait du bruit, ça fait de la chaleur. Et ça vaut pas forcément toujours la peine en fait. Du coup, voilà un petit peu les prix. Comme vous pouvez voir, la Zotac est la moins chère. Évidemment, ça peut varier d'un site à l'autre. Vous avez du coup... Premier modèle Asus ici, même si avec un ventilateur. Il ne devrait plus exister ce modèle-là, selon moi. Ou alors ça devrait être vraiment le moins cher, parce que c'est juste un ventilateur. Mais bon, vous avez... Par contre, le modèle TUF qui est juste... Enfin, oui, le TUF qui est juste au-dessus. Mais bon, là, on commence à se rapprocher des prix d'une GTX 1660. Et évidemment, vous devez vous en douter, la GTX 1660 reste légèrement plus puissante au niveau performance. On va aller voir un peu quelques graphes après. Du coup, le truc c'est là, en fait, Nvidia a fait exprès, ils ont mis énormément de cartes graphiques sur une petite segmentation de prix. Du coup, ça va être compliqué pour vous de choisir. Je vais être très honnête avec vous. Moi, ce que je dirais, c'est 1650 Super, en dessous de 200 euros. C'est un super deal. Oh, voilà, j'étais obligé. Et sinon, sautez directement vers la 1660 Super, qui est un bien meilleur deal que la 1660 tout court. Vous avez les premières vers 240 euros, c'est ça. Et elle est juste genre excellente. Donc, voilà. Sautez directement vers le meilleur modèle. La 1660, franchement, à part s'il y a des méga promotions, elle est exactement au même prix que les moins chers des 1650 Super. Ça vaut juste pas la peine, selon moi. Et puis après, évidemment, vous sautez directement vers la 2060 qui est souvent en promotion vers 300 euros maintenant, donc c'est un bon deal aussi. Au niveau des cartes AMD, on va aller le voir justement les performances. Vous voyez là, il y a pas mal de modèles qui ont été testés justement sur par exemple Tech Power Up. Encore une fois, vous avez des modèles très différents. Là, on a le modèle Zotac qui est justement l'un des moins chers. C'est pour ça que j'ai envie de le montrer un petit peu. Et au niveau performance, vous allez le voir, c'est juste... c'est une bonne carte, franchement. Apparemment, c'était un petit peu le... N'importe quoi le lancement parce qu'il n'y avait pas les drivers aussi pour les reviewers. Bon, vous, si vous l'achetez, vous aurez les drivers, mais les reviewers n'avaient pas les drivers et tout ça, donc c'était plutôt bof. Donc elle est au-dessus d'une RX 580. Comme j'ai dit, elle est légèrement en dessous d'une 1660. Un 1660 reste meilleur. Après, encore une fois,
sautez directement vers la 1660 Super si vous devez en acheter une. Et globalement, il n'y a plus beaucoup de cartes AMD, on va dire, au-dessus du prix d'une 1660 Super, donc 170 €, qui vaut vraiment la peine avant d'arriver évidemment à la RX 5700 qui, elle, coûte beaucoup plus cher. Ça semble logique, mais qui est beaucoup plus performante. On la voit, elle est juste ici. Mais bon, il manque des offres AMD à cette gamme de prix et j'en attends vraiment avec impatience parce que ça donnera plus de concurrence. Mais pour le moment, oui, la 1650 Super et la 1650 qui aurait dû sortir dès le début d'ailleurs. Mais bon, mais ça reste une bonne carte. Donc voilà, c'est un petit peu les chiffres de performance. Et ça, je vous dis, c'est la plus. Enfin, c'est pas celle qui a le meilleur boost au niveau fréquence. Vous pouvez l'overclocker par vous-même, quoi qu'il arrive. C'est pas celle qui a le meilleur boost. Sûr et certain que si vous prenez par exemple, je sais pas moi, voilà, une Super Gaming, ça c'est certainement celles qui ont parmi les meilleurs boosts. Vous aurez des bien meilleures performances. Ça semble logique. Donc ouais, là on est au-dessus. Ah, quoi qu'on n'est pas si au-dessus que ça encore. Peut-être qu'ils n'ont pas overclocké à fond. Dans tous les cas, ça variera d'une carte à l'autre. Donc faites attention à ça. Et évidemment, une autre news qui a un rapport, c'est cette RX 5500 qui est techniquement disponible seulement pour les OEM, donc c'est tout ce qui est PC préfabriqué, et je parle pas de PC préfabriqué genre par LDLC, je parle vraiment genre par les grandes marques, celles que vous trouvez en supermarché, quoi, les PC que vous trouvez en supermarché. Elle est sortie, et basiquement, on l'a vu en fait. Vous l'avez vu un petit peu sur les graphiques de Tech Power Up. Elle est, ouais, elle est pas incroyable niveau performance, on peut le dire. Après, c'est un modèle de base ici. On ne sait pas s'il y a des modèles custom qui sortent plus tard, s'il y a une vraie sortie pour le marché des gens qui veulent juste l'acheter, on verra. Mais globalement, ce qui ressortait, c'est qu'elle était juste légèrement au-dessus d'une GTX 1600, 1060, ce qui veut dire qu'elle était juste légèrement en dessous d'une RX 580. Donc ouais. Après, à mon avis, elle consomme beaucoup moins, elle chauffe certainement beaucoup moins, et elle a des niveaux de performance qui sont bons. Ce qui sera le plus important, c'est le prix. Si vous pouvez l'avoir pour 140 €, c'est un bon prix. C'est clairement un bon prix. Mais si on la compare par exemple à la 1660 Super, la 1650 Super, ça devient compliqué. La 1650 Super est genre 5% plus performante. Donc si vous les avez au même prix, évidemment, ben là, il n'y a pas trop de. Enfin, je veux dire, il n'y a pas trop à réfléchir 300 ans. Surtout qu'elles ont la même quantité de RAM et tout ça. Donc ouais, la RX 5500 est intéressante, mais juste, elle n'est pas techniquement disponible. Donc ouais. Aussi, il y aura certainement une RX 5600, mais il n'y a toujours pas vraiment de date, donc on est en mode yay! On attend. C'est vraiment ça, on attend. J'aimerais bien que AMD se dépêche, mais ouais, peut-être qu'ils ont des problèmes à il y a de fortes chances. Je vous rappelle que le 7 nanomètres fabriqué par TSMC, c'est ce qui est utilisé sur les cartes Navi, donc toutes les RX 5000 quelque chose, et aussi tous les processeurs AMD, les processeurs pas les processeurs Intel, les processeurs Apple et tout ça, tous utilisent TSMC, et TSMC est genre en mode on a trop de commandes, on a juste trop de commandes, on a du mal à sortir des trucs, quoi. Du coup, ça m'étonnerait pas qu'il y ait justement peut-être que AMD a commandé genre plein de nouveaux GPU qui sont en mode TSMC est en mode ouais, vous devrez attendre 3 mois parce que là, on est juste en train de remplir toutes les autres commandes d'avant. Donc ouais, on verra bien. Dans tous les cas, je ferai mon guide d'achat de carte graphique quoi qu'il arrive. Tenez compte toutefois que si une RX 5600 sort, je ferai une vidéo spécialement pour elle, pour vous voir où elle se stack par rapport à tout ça, et je mettrai certainement un commentaire épinglé sur le dernier guide d'achat de carte graphique pour peut-être update et dire ok oui, alors vers cette gamme de prix finalement c'est plutôt celle-là qui est intéressante. Et enfin une petite dernière news pour le plaisir. Google va arrêter Google Print. Donc Google Print, c'était un service qui existait, qui vous permet d'imprimer plutôt facilement parce que c'était genre une sorte de service en ligne qui enregistrait vos imprimantes, et comme ça vous pouvez être en mode ah oui, imprime vers mon imprimante machin chouette chose. C'était plutôt pratique. Et ils l'ont tué comme beaucoup de choses. Voilà, merci Google. Donc ouais, pour ceux qui sont en mode devrais-je acheter Google Stadia, regardez cette news. C'est pas parce qu'un service marche que visiblement Google ne se dit pas tiens, on va totalement le tuer. Bon, Stadia c'est un peu différent parce que Stadia, le cloud gaming, c'est quelque chose du futur clairement. Pour ceux, je sais qu'il y en a qui sont en mode ouais non pas vraiment. Si si vraiment. C'est quelque chose. C'est quand il y aura des meilleures connexions, quand tout sera meilleur, ce sera vraiment un truc du futur en fait. Mais euh, ça reste Google derrière. Je suis en mode ah ouais.
Google Print, quoi. Pourquoi? Pourquoi Google Print? Enfin, Google Cloud Print. Je, je comprends pas. Google, ils sont en mode des fois. Ouais, on a fait ce truc très sympathique qui est assez unique au niveau de son fonctionnement. On va juste le tuer. Ça n'existe plus. Voilà. On était des pionniers à introduire ça. Et on est toujours des pionniers parce qu'il y a personne qui le fait correctement. Mais on va juste le tuer, sans aucune raison. Donc, ouais, Google. Je sais pas, mais je le redis encore une fois, mais selon moi, Google est très dans les choux en ce moment. Vraiment dans les choux. Ils ont du mal. Ils ont vraiment du mal. Depuis 2 3 ans, je dirais. Hmm. Il y a des choses qui pourraient... Enfin, non, depuis plus de 2 ans. Le dernier Pixel, ça allait. Mais celui qui vient de sortir là... les dernières versions d'Android sont sympas, mais elles manquent de quelque chose. Il y a plus en plus de services Google qui se ferment sans aucune raison. Il y a des services Google qui ne fonctionnent pas comme ils devraient fonctionner. Par exemple YouTube. Donc ouais, Google en ce moment, c'est... mais... Du coup, c'est à peu près tout pour ce Texama Show aussi. D'ailleurs, il y aura une autre vidéo sponsorisée qui va sortir, je tiens à le préciser. Oui, alors, il faut savoir une chose, c'est que les marques veulent des vidéos sponsorisées toujours vers la fin d'année, sans aucune raison. Et du coup, ils sont tous là en mode fin d'année, on veut une vidéo, ou on veut un truc sponsorisé, tout ça. Et du coup, oui, il y en a plein qui sortent toujours en même temps, ce qui est très, très embêtant. Parce que j'aime bien laisser de l'espace, moi, entre les trucs sponsorisés, pour pas vous donner l'impression qu'il n'y a que des trucs sponsorisés. Après, tenez compte que, techniquement, la dernière vidéo sponsorisée avant celle qui venait de sortir, ça faisait très longtemps qu'il n'y en avait pas eu. Donc, ouais. Mais tenez compte qu'il y en a une autre qui va sortir cette semaine-ci. C'est sur un logiciel, mais c'est un logiciel très intéressant. C'est au point même que je vous le dis, clairement. C'est le genre de truc sponsorisé où je suis en mode hey, en fait, ce truc est sympa, je vais continuer de l'utiliser. Et j'ai continué de l'utiliser. Je peux vous dire que je l'utilise de temps en temps quand j'ai besoin. Vous allez le voir, j'appelle ce logiciel le couteau suisse parce que c'est basiquement ce qu'il est. Bref, dans tous les cas, tenez compte qu'il y aura une vidéo sponsorisée qui sortira dans la semaine. Mais moi, je trouve que c'est sur un logiciel plutôt intéressant. Du coup, merci à tous. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Et je vous dis ciao, ciao.